Un large perron montait jusqu'au château dont la façade centrale, encadrée de 2 pavillons, donnait sur le parc. Tout autour, la forêt régnait en maître. Cet ancien relais de chasse appartenait au von Essling depuis des siècles. Les parents d'Erika l'avaient agrandi et modernisé pour en faire une résidence familiale d'été. Toutefois, le château gardait son austérité ancestrale et ni les fenêtres à la française sur la terrasse, ni les toitures en tuiles multicolores ne parvenaient à chasser cette impression. Sortant de la voiture, Tristan ne put s'empêcher de grimacer. Ce château avait surtout l'air d'une tombe qui n'attendait que l'hiver pour s'ensevelir sous la neige. Erika surgit sur le perron. Ses cheveux, qu'elle n'avait ni coupés ni nattés, lui descendaient jusqu'à la taille. Elle avait beaucoup maigri. Tristan, qui remontait l'allée, se demanda s'il devait l'embrasser. Pendant leurs nombreux mois de séparation, ils n'avaient jamais évoqué leur relation. Comme elle s'approchait, Marcasse remarqua que son visage était devenu presque transparent. Seuls ses yeux semblaient encore appartenir au monde des vivants. Elle portait une paire de bottes usées sur un pantalon de cavalière trop large pour elle. Sa poitrine disparaissait sous un chandail de laine. « Tu as froid ?» demanda Tristan en tendant une main vers son épaule. « Il fait toujours froid ici, même en été, » répondit Erika en s'écartant. Elle le conduisit dans le salon. C'était une pièce traversante dont les portes-fenêtres, au fond, ouvraient sur le parc du château. Des bassins à l'eau grise et immobile reflétaient la cime effilée de grands arbres. Sans un regard pour le paysage, Erika alla se blottir dans un fauteuil près de la cheminée. Elle tendit les mains pour se réchauffer. « Je suis encore convalescente, mais je veux reprendre ma place le plus vite possible. Donne-moi des nouvelles de Lannenerbe. » Tristan remarqua que le ton de la voix était plus grave qu'avant. Un directeur temporaire a été nommé, Wolfram Sievers, un préhistorien. Il gère les affaires courantes. De toute façon, avec l'intensification de l'effort de guerre, la plupart des programmes sont à l'arrêt. Et la quête de la svastika, il n'en reste qu'une désormais. Tristan se rapprocha du feu. Il n'avait pas froid, mais la lueur de la flamme, dans cette vaste demeure lugubre, le rassurait. Comme tu le sais, toutes nos informations pour trouver les svastikas proviennent du Thule borealis. C'est à partir de ces indications que Lannenerbe est allé au Tibet, à Montségur, puis en Crète. Sauf qu'il n'y a rien, absolument rien, sur la localisation de la dernière relique. Pourtant, le manuscrit dit bien que ce sont 4 svastikas qui ont été dissimulés. Oui, mais la fin du texte manque. Soit elle a été coupée, soit celui qui a écrit le Thule borealis n'a pas pu le terminer. Comme si la quête la ramenait vers elle-même, Erika se ranima d'un coup. Il faut trancher entre ces 2 hypothèses. De retour à Berlin, réunis une équipe transdisciplinaire avec prioritairement un philologue pour voir s'il y a des signes linguistiques permettant d'affirmer que le texte a une suite, et un spécialiste des papiers anciens. Si une ou plusieurs pages ont été enlevées, il s'en apercevra en étudiant le manuscrit sous microscope. Tristan acquiesça. Tu as raison, mais ce qui nous aiderait encore plus, c'est de remonter la trace du Thule jusqu'à aujourd'hui. Nous savons qu'il a été rédigé dans une abbaye, au milieu du Moyen-Âge, mais depuis... Le Français s'était levé pour aller voir une vitrine au fond de la salle. Sur les étagères étaient exposés des torques et des fibules en bronze, des poteries funéraires et la statue en grès d'un personnage énigmatique qui brandissait un maillet. Était-ce à cause de ces reliques qu'Erika était devenue archéologue?